Marc Fesneau, vous êtes ministre modem des relations avec le Parlement. Vous êtes candidat à la présidence de la région Centre-Val de Loire avec le soutien de La République En Marche et de la majorité présidentielle. Quel est le sens de votre candidature? Le sens de ma candidature est assez simple. Je pense qu'il faut qu'on change la politique régionale qui est menée depuis 23 ans, au fond, dont on voit les limites et les échecs sur un certain nombre de sujets, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et par ailleurs, je trouve que le conseil régional est une collectivité que je connais bien, qui est une collectivité qui peut répondre aux défis que nous avons devant nous, qui sont les défis de la transition écologique, les défis des transitions économiques à l'œuvre, les défis aussi d'ailleurs d'un certain nombre de problèmes que rencontrent au quotidien les citoyens, la mobilité, la santé, les questions de formation, les questions d'aménagement du territoire. Et donc, je pense qu'il faut qu'on change de politique. On voit bien à quel point la majorité actuelle est essoufflée et contrainte par ses propres dissonances à l'intérieur. Et donc, c'est le sens aussi de ma candidature. Et puis, je pense qu'il faut qu'on arrive à renouer un dialogue entre les citoyens et le conseil régional. On voit trop de gens qui, au fond, ne savent pas ce que fait le conseil régional. Ça pose d'ailleurs des sujets qui sont évidents en termes de participation. Et trop de gens qui ne voient pas le conseil régional, au fond, qui ne savent pas à quoi sert le conseil régional, qui n'ont pas de contact avec leurs conseils régionaux. Donc, il faut aussi qu'on arrive à construire un conseil régional qui soit plus proche des citoyens. Monsieur, on va rentrer dans le dur de votre projet, peut-être. On vous a vu dernièrement militer pour la réouverture d'Orléans-Châteauneuf, la voie ferrée qui est fermée depuis quelques décennies. Et c'est-à-dire que le développement des transports ferrés, ou routiers d'ailleurs, va devenir une des priorités de votre future présidence, quitte d'ailleurs à supprimer la défaillance de l'État dans ces domaines d'ailleurs. On ne peut pas dire qu'il y a défaillance de l'État, il y a eu un transfert de compétences. Ça fait des années qu'il y a… L'État, en particulier ce gouvernement, n'a pas été défaillant puisqu'on a remis, y compris dans le plan de relance, des milliards d'euros pour ce qui était de la compétence de l'État, s'occuper du réseau, du rail, si je peux dire, des infrastructures. La compétence de la région, c'est d'organiser les transports. Personne n'a jamais remis en cause le fait que la compétence du transport public, en particulier le rail, soit mise en œuvre par la région. Oui, c'est une des priorités de l'équipe que je conduis. Oui, c'est une priorité des 6 ans qu'on a devant nous, parce que je pense qu'on a vraiment besoin qu'on repense complètement notre politique de transport. Vous avez raison, ce n'est pas qu'une politique ferroviaire, c'est une politique d'une offre qui soit plus large. Le sujet principal pour moi n'est pas une question tarifaire, le sujet principal, c'est une question d'offre. Quand vous pensez que dans la région, plus de 90% des gens utilisent leur véhicule pour se déplacer, soit pour aller au travail, soit pour aller à leur formation, soit pour aller faire des loisirs, ça veut dire quand même qu'on a un problème d'offre. S'il n'y a que 5 à 10% des habitants de la région Centre-Val de Loire qui se mobilisent autour de leur transport collectif, c'est que ça ne va pas. Ça veut dire qu'il y a des choses évidentes comme la ligne Châteauneuf-Orléans. Ça fait, vous avez dit plusieurs dizaines d'années, vous avez raison, ça fait 30 ans que j'en entends parler. Il y a un moment juste, il faut le faire. Il faut arrêter de dire ça ne va pas, on n'a pas le bon tracé, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on voit les équilibres. Il faut le faire parce que là, il y a un potentiel de 8 à 10 000 personnes qui chaque jour pourraient être utilisateurs de cette ligne. Et puis 2, il faut densifier l'offre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le rail. Il y a un certain nombre de régions, d'ailleurs, quels que soient leurs horizons politiques, qui ont fait le choix de développer aussi les services de transport par car. Un transport par car, ce n'est pas simplement le matin à 7 h et le soir à 18 h. Et si les horaires ne vous conviennent pas, vous vous débrouillez. Il faut densifier l'offre. Et puis, il faut y faire des systèmes de rabattement qui permettent aux gens d'aller à des endroits où il y a une offre qui serait en train de se construire. Puis, dernier point, il faut quand même être en prise aux réalités. J'étais l'autre jour à Saint-Amand-Montrond, on m'expliquait que quand même le lycée fermait plus tôt pour que les élèves puissent aller prendre leur train. On marche sur la tête. Le lycée est une des compétences, en tout cas pour la partie du personnel, une des compétences de la région. Le transport est une compétence de la région. Peut-être que ce n'est pas au lycée de s'adapter aux horaires, mais à la région de s'adapter aux horaires du lycée pour faire en sorte que les lycéens puissent rentrer dans de bonnes conditions. Et on peut multiplier les exemples comme ça. Il me semble que c'est cette inadéquation ou ce regard qui n'est jamais porté sur la réalité vécue par les gens, des correspondances qui ne correspondent pas, des horaires qui ne correspondent pas à la vie réelle des gens, ça aussi, il faudra y travailler. Est-ce qu'il faut aussi investir un peu davantage dans les routes, contrairement à l'actuelle majorité qui va un peu délaisser cet investissement? On ne risque pas de faire pire puisqu'il y a 0 € qui sont mis sur les routes pour des contingences d'équilibre avec les Verts.
Il y a des endroits où la solution est une solution routière. Quand on est dans une région comme les nôtres, faire une chasse comme celle qui est en cours ou d'une certaine façon qui est voulue à la voiture, c'est quand même mettre les gens dans des situations d'impasse. Et il y a des sujets routiers qui méritent d'être réfléchis. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire partout, ça n'est pas les compétences strictes de la région, mais enfin, en termes d'aménagement du territoire, il y a telle ou telle infrastructure sur laquelle il faudra reposer la question. En tout cas, je compte bien la reposer parce qu'on ne peut pas être dans le statu quo. On a besoin de la région aussi pour ces infrastructures. Ça fait partie des infrastructures de désenclavement. Alors, une question sur l'économie, mais c'est vrai que le sujet des infrastructures routières et autoroutières est très lié, mais quel regard vous portez sur cette action économique menée depuis 6 ans? Il y a eu un certain nombre de choses de faites, notamment autour de l'attractivité. Alors, est-ce que vous avez un programme pour développer l'attractivité économique d'une région qui est quand même, pardonnez-moi, mais la plus petite des régions de France? La plus petite, oui, peut-être avec les Bretons et les gens des Pays de Loire. Mais enfin, la Bretagne est une petite région et j'ai l'impression qu'elle a une image et qu'elle est assez source d'attractivité. On pourrait dire la même chose en Pays de Loire. D'ailleurs, c'est intéressant quand on compare les trois régions. Laquelle des trois est la moins attractive? Je n'ai pas l'impression que la région centre soit très attractive. Le développement économique, ce n'est pas qu'une affaire de rationalité et de chiffres, c'est une affaire d'image qu'on renvoie. C'est est-ce qu'on a une réactivité, une capacité à accueillir les entreprises qui est suffisamment forte pour donner envie à des chefs d'entreprise de venir s'y installer? Est-ce qu'on est capable d'accompagner les initiatives des chefs d'entreprise qui sont déjà sur nos territoires? Qu'est-ce qu'on fait de plus sur le numérique, par exemple? Est-ce qu'on est capable d'accompagner plus structurellement les grandes transitions qui sont à l'œuvre dans le secteur de la sous-traitance automobile, dans le secteur de la sous-traitance aéronautique, dans le secteur énergétique? J'ai le sentiment que là, on manque un peu de quelque chose qui soit de l'ordre de quels sont les pôles d'excellence qu'on a envie de développer et à partir de ces pôles d'excellence-là, comment on fait rayonner une région. À partir d'une excellence sur un sujet, vous créez une image pour une région et ça participe de l'attractivité qui donne envie aux investisseurs de s'y intéresser. C'est pour ça qu'on propose d'ailleurs dans le projet la création d'un fonds souverain qui permettrait de prendre des participations dans les entreprises innovantes ou dans les entreprises qui travaillent sur des sujets nouveaux, ou dans des entreprises qui sont en cours de restructuration, ou alors de leur accorder des prêts bancaires qui leur permettent de passer le cap et de passer le cap de l'investissement. Et donc, c'est comme ça qu'il faut qu'on construise des choses, parce qu'il me semble que dans le moment qu'on vit, qui est un moment difficile lié à la crise Covid, il faut aller très vite, il faut avoir beaucoup de réactivité. Ça m'amène à un troisième sujet. Je trouve que l'agence de développement économique est plutôt une bonne idée et un bon outil, sauf qu'il faut qu'elle soit plus présente et que les élus qui y siègent aussi soient plus présents sur les territoires parce que les acteurs économiques, ils n'attendent pas une réponse à 6 ou 9 mois. Ils attendent une réponse plutôt à 6 semaines, ça serait mieux. Je vous donne un autre exemple. Quand il s'est agi de soutenir massivement les commerces qui étaient fermés du fait des fermetures administratives, l'État, en moins de 3 semaines, a mobilisé ce qu'on a appelé le fonds d'urgence. Le fonds Renaissance n'est apparu qu'à l'automne 2020. Heureusement que les commerçants et ceux qui étaient victimes de ces fermetures n'attendaient pas après ça, hein, parce que si l'État avait fait comme la région, qu'est-ce qu'on n'aurait pas entendu? Je trouve que là, il y a un sujet de réactivité et d'agilité. Et dans le domaine économique comme dans d'autres domaines, la nécessité d'agilité est une grande nécessité dans les temps que nous traversons. Comme tout le monde, vous êtes sans doute devenu écologiste maintenant. Quelle vision vous avez de la transition écologique et énergétique? Est-ce qu'il faut insuffler une nouvelle dynamique ou déjà il y a les bases d'une transformation assez radicale qui est en marche? D'abord, comme tout le monde, certainement, mais vous me donnerez peut-être le crédit d'avoir depuis des années travaillé sur ce sujet, parce que il y a 15 ans, j'avais monté une filière bois-énergie dans le Loir-et-Cher, sans que personne ne me demande rien. Il y a plus de 10 ans, j'avais travaillé sur la question des circuits courts. Et par ailleurs, j'avais fait le choix que la communauté de communes que je présidais travaille sur un sujet qui était un peu épineux en Beauce, pour ceux qui connaissent, qui était le sujet de Natura 2000 et de la protection d'un certain nombre d'espèces d'oiseaux. Donc, c'est un sujet de sensibilité qui est important. Deux, les éléments qu'on a sous les yeux sont évidemment très inquiétants. Et donc, donne le sentiment qu'il faut vraiment qu'on accélère sur ces processus. Je pense que là, pour le coup, et là, vous avez raison, la prise de conscience collective est plus grande. Il y a 2 principes qui doivent guider. C'est 1, qu'il faut avancer, et 2, qu'il ne faut pas avancer sans les gens. Parce qu'on sait ce que ça peut produire après de colère, d'incompréhension et au fond de statu quo. Si on braque les gens, les citoyens, si on ne leur donne pas les solutions alternatives, si la seule voie qu'on leur offre, c'est la destruction de tel ou tel pan de l'économie, je pense que c'est une erreur. Moi, je donne 2 axes principaux dans cette campagne, puisqu'il faut prioriser les choses.
La première, c'est la transition énergétique. Et la deuxième, c'est les questions de biodiversité. Transition énergétique, on est une région qui doit monter plus loin. Je me rappelle que Michel Sapin, ce n'est pas tout à fait nouveau, avait promis de faire de la région la première région de France en termes d'efficacité énergétique. Où, quand, comment, quoi, je ne vois pas grand-chose. Donc la région fait des choses, hein. Je n'ai pas dit qu'elle faisait rien, mais on ne peut pas dire qu'on soit dans l'excellence dans ce point de vue-là. Il me semble qu'il faut qu'on explore les voies des énergies alternatives. Je pense en particulier à l'hydrogène. Il y a un certain nombre d'initiatives, qui dans le Loiret, qui dans l'Indre-et-Loire, d'entreprises qui cherchent, qui innovent, et il faut que la région avance à toute force, et pas en se mettant des bâtons dans les roues, c'est-à-dire en disant je ne travaille sur l'hydrogène que si c'est de l'hydrogène qui n'est pas produit à partir de l'énergie nucléaire. Parce que le nucléaire, c'est mon deuxième point, c'est un élément de la transition. On ne fera pas la transition sans le nucléaire. Il y a 4 sites de centrales. Il y a des 12 000 à 15 000 emplois qui en dépendent. Il y a des grandes opérations de restauration de ces sites. Ceux qui pensent, j'entends parfois M. Fournier dire on va faire dans les 5 à 10 ans 100% d'énergie renouvelable sur les territoires, il faudra qu'il nous explique comment, il faut nous explique où, il faudra qu'il nous explique avec quels moyens. Vous seriez favorable à l'installation d'un EPR, par exemple, dans la région? Moi, je ne suis pas défavorable à l'installation d'un EPR, pas défavorable, mais prenons les choses dans l'ordre. D'abord, c'est une décision qui nous échappe, puisque c'est une décision d'EDF et de l'État, mais croire que dans 20 ans, on aura complètement éliminé le nucléaire, c'est autant dire un mensonge. C'est le choix technologique qui a été fait par la France, et quand je dis par la France, par tous les gouvernements qui se sont succédés. Si c'est pour se retrouver dans la situation des Allemands, qui est celle de dire on arrête le nucléaire et soit pudiquement on importe du nucléaire français, soit moins pudiquement on décide de réouvrir des centrales à charbon, si le sujet c'est la décarbonation, le nucléaire fait partie du mix énergétique. Et donc il faut qu'on travaille à la fois sur ce point-là, mais l'idée n'est pas de faire du tout nucléaire, ce n'est pas ça du tout que je vous dis. Je vous dis simplement, ça fait partie du mix. Si on ne raisonne pas notre réflexion en disant il y a aussi le nucléaire, il y a beaucoup de nucléaire actuellement, et on n'arrivera pas à résoudre l'équation qui est de décarboner notre économie. Et donc, il faut que la région puisse, vous m'entendez toujours, oui, que la région puisse intervenir pour développer des filières. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur le bois énergie, donc sur la biomasse. On a des potentiels qui sont inexploités. Il faut le faire d'ailleurs avec des filières qui soient plutôt des filières courtes et des filières qui rémunèrent ce que j'ai fait dans mon département, les producteurs, forestiers ou agriculteurs quand il s'agit d'entretenir des haies. On a la méthanisation. Donc voilà un certain nombre d'éléments qu'on a sur la table sur lesquels la région pourrait et devrait accompagner. Mais moi, je pense qu'il faut le faire. On a un débat sur les éoliennes en ce moment. On voit bien à quel point c'est vécu par un certain nombre de citoyens comme une agression et comme une offense faite en disant ça va venir chez vous, ça va s'imposer à vous. Et comme de nombreux collectifs, je les ai rencontrés d'ailleurs dimanche dernier, sont fait ulcérer de la méthode avec laquelle c'est fait. L'éolien comme le solaire font d'ailleurs partie du mix énergétique. Et moi, je dis, la région ne peut pas, parce qu'elle a un avis à donner sur les schémas éoliens, elle ne peut pas donner un avis positif quand une majorité de la population et une majorité des élus sont opposés. On ne fait pas contre les gens la transition énergétique. Donc, ce que je propose concrètement, c'est de dire à ce moment-là, il faut que les gens puissent trouver l'équilibre qui leur convient dans leur territoire en leur donnant plutôt en partageant un engagement collectif, c'est celui de décarboner. Mais territoire par territoire, ce n'est pas forcément les mêmes solutions qui seront à l'œuvre. On ne fera pas les mêmes choses en Beauce qu'on ne fera dans des régions hyper-forestières. On ne fera pas dans les mêmes choses dans des pôles urbains ou périurbains qu'on ne fera dans d'autres régions. Donc, c'est ce mix-là qu'il faut construire avec les gens. Alors, question formation professionnelle. Quelle politique entendez-vous mener en la matière? On sait que beaucoup de secteurs manquent de main-d'œuvre aujourd'hui et que pour que l'activité reprenne correctement, il faut agir et vite. Autre question dans le domaine de l'apprentissage, qui était une compétence de la région et qui a été recentralisée. Vous souhaitez, vous avez également des idées dans ce domaine pour augmenter. Je sais que la région a un bon chiffre, un bon ratio d'apprentissage. Je commence peut-être par l'apprentissage en disant effectivement le mécanisme a complètement changé puisque c'est non plus la région principalement en tout cas qui est acteur de l'apprentissage. On peut en dire ce qu'on en veut, il y a plus d'apprentis aujourd'hui qu'avant la réforme. Donc ça a plutôt bien marché cette réforme. Pourquoi ça a bien marché? Parce que ça a permis de mieux orienter et que par ailleurs adossé à cette réforme, il y a un certain nombre de dispositifs qui encouragent les chefs d'entreprise à prendre des apprentis. Et qui traite globalement de la situation de l'apprenti, sa mobilité, sa résidence, et sans doute que la région pourrait accompagner. Ça n'empêche pas d'ailleurs qu'y compris pour maintenir des centres d'apprentissage en proximité,
et ça m'amènera après à la formation professionnelle, on ne puisse pas accompagner ou aider pour, au fond, faire une politique d'aménagement du territoire des formations en apprentissage. Pour ce qui est de la formation professionnelle, vous avez tout à fait raison. On est face à un paradoxe, c'est qu'au fond, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont des gisements d'emplois, qui cherchent des emplois et qui ne trouvent pas forcément à pouvoir ces emplois. J'ai été l'autre jour à visiter une industrie pharmaceutique, j'étais dans la Cosmétique Valley, j'ai rencontré des acteurs du numérique et tous disent on a un problème d'offre de formation. Il me semble que là, il faut quand même… Alors, des choses sont faites. Hein. Là, je ne vais pas caricaturer du tout, comme tout à l'heure non plus. Je veux dire, je ne souhaite pas caricaturer les choses, mais je pense que cette relation plus forte et au fond, assez tôt dans le process de choix d'un jeune qui doit être mieux affiné avec les opérateurs économiques pour savoir où sont les gisements d'emploi. Ça me permet de dire aussi que j'ai ma tête de liste en Eure-et-Loire, Anna Stepanov, a monté l'école du numérique à La Loupe. Je trouve que c'est très exemplaire de ce qu'on peut faire. La Loupe, c'est environ 5000 habitants, c'est en plein cœur du Perche. Elle n'a pas été accompagnée par la région parce que personne ne croyait à la capacité d'un centre de formation dans une commune de petite taille de trouver les personnes qui voulaient être en formation. C'est un centre qui désormais essaime dans la région centre et qui essaime au-delà de la région centre en France et même en Europe. Ça veut dire quoi? Qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à une offre de formation professionnelle qui soit un peu plus sur le territoire parce que vous êtes là dans une double impasse. Vous avez des sujets de mobilité et les centres de formation professionnelle sont extrêmement concentrés. Les campus numériques sont une des modalités qui peuvent être déployées pour faire en sorte que pas forcément en allant uniquement sur les métropoles, des jeunes puissent, ou des moins jeunes d'ailleurs, puissent se former. Troisième élément, il me semble que la formation professionnelle, elle doit être raisonnée non pas comme un début, mais comme une continuité. Il y a la formation professionnelle initiale, mais il y a aussi tout au long de la vie, parce qu'on va changer souvent de métier, qu'il y ait une capacité à offrir des offres de formation qui permettent à des gens de se former, de compléter leur formation ou parfois même de changer de voie. On va développer sur d'autres champs. On a vu que le débat sur les régionales s'orientait un peu vers la sécurité, aussi un peu accessoirement peut-être, mais vers la culture, qui sont deux compétences qui n'appartiennent pas à la région. Est-ce que le conseil régional, justement, il doit se réapproprier ces champs d'intervention? Sur la culture et sur la sécurité, il faut distinguer les deux sujets. Sur la culture, quand même, c'est bien la culture, hein, que vous avez dit. Sur la culture, l'offre il y a à la fois ce que sont les dispositions nationales, je pense en particulier aux dispositifs particuliers pour les intermittents du spectacle, il y a les grandes politiques culturelles nationales, il y a les grandes politiques patrimoniales. Il n'empêche que la région a une action culturelle, d'ailleurs. Et je pense que de ce point de vue-là, personne ne songe à remettre en cause. Et je pense qu'il faut, en revanche, essayer de faire diffuser plus largement les offres culturelles et qu'elles naissent un peu plus dans tous les territoires. Ça me permet de dire un mot, je ne sais pas si vous comptiez en parler, du secteur associatif, parce qu'évidemment, le monde de la culture est un monde parfois collectivité, mais parfois associatif. Il faut qu'on, dans cette année de la relance que je souhaite, elle ne soit pas que économique, il faut aussi qu'elle soit associative. Et il faut aussi qu'elle puisse permettre au monde culturel de redémarrer. On voit bien que quand vous fermez pendant 1 an ou 16 mois et que vous n'avez pas eu la capacité à montrer vos talents, à développer des projets, il faut qu'on encourage à toute force les projets culturels. Quant à la question de la sécurité, ça n'est pas pour le coup du tout dans les prérogatives de la région. Est-ce que pour autant, il faut que la région s'en désintéresse? La réponse est non, mais il ne faut pas vendre quelque chose qui n'est pas vrai. Les prérogatives de police et de sécurité, c'est l'État, c'est les collectivités type mairie ou intercommunalité, et ce n'est pas la région, là, il n'y a pas de police régionale. Donc, je donne 2 éléments parce que c'est un sujet de préoccupation. Un, la sécurité, c'est une forme de continuité. La sécurité, c'est pour ça que je parle des associations, d'ailleurs, c'est la capacité à éduquer, la capacité à former, la capacité à insérer. C'est le fait qu'on ne laisse pas les gens, au fond, sans solution, parce que ça fait partie de et puis c'est l'éducation globalement à la citoyenneté, parce qu'il y a beaucoup d'actes de petite délinquance qui sont… Et la petite délinquance énerve beaucoup, qui nécessite que tout le monde s'y mette. Et donc, c'est une forme de continuum, cet aspect-là. Puis 2, et donc la région peut y prendre sa part à différentes étapes, au fond. Vous voyez ce que je veux dire? Et le deuxième point, c'est que il y a des établissements qui sont ou des services qui sont sous la responsabilité de la région. Je pense au lycée, je pense au transport. Qu'on ait des dispositifs type vidéosurveillance, comme ça se développe dans beaucoup de régions, qui permettent de sécuriser qui une gare, qui une ligne,
tel établissement, moi, ça me paraît logique parce que là, on est dans le champ de compétences de la région et que chacun fasse sa part. Et la région doit faire sa part dans ce domaine. Très bien, on va parler santé, un sujet qui préoccupe beaucoup les habitants de la région. Concernant la lutte contre les déserts médicaux, comptez-vous déployer des moyens supplémentaires? Bon, je rappellerai quand même que la région a agi dans ce domaine avec les maisons de santé pluridisciplinaires et les médecins salariés. Autre volet de la question, êtes-vous favorable à un deuxième centre hospitalier universitaire donc à Orléans? Et puis, comment faire aussi, question d'attractivité, pour attirer les médecins et professionnels de santé dans notre belle région? Alors, 3 éléments de réponse. D'abord, vous dites la région a fait. Est-ce que la situation de la démographie médicale est meilleure aujourd'hui qu'elle était il y a 6 ans ou il y a 12 ans? La réponse est non. 2, vous dites les médecins salariés. Le président Bonneau propose de passer de 150 à 300. Mais pour passer de 150 à 300, il faudrait déjà être à 150. Or, on est à combien? On est à 7 ou 8. Parmi les 7 ou 8, 2 étaient déjà des médecins libéraux. Il ne faut pas inventer des choses qui n'existent pas. On peut mettre des chiffres sur une table et dire on va recruter 300 médecins salariés. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on est à 7. Et que donc, il faudra que M. Bonneau explique comment en 6 ans, il va faire 293 installations quand en presque 3 ans, il en aura fait 7. Quand même, je sais que les périodes électorales sont toujours prometteuses, au sens qu'on fait beaucoup de promesses. Mais ça ne suffit pas à faire une politique. Et d'ailleurs, il insiste tellement que ça montre à quel point cette politique est un échec. Premier élément. Deuxième élément, je pense qu'il faut être modeste sur cette affaire-là, au sens qu'il ne faut pas promettre des choses et croire que ça fait une vérité. Je pense qu'il faut plutôt user d'un certain nombre, et ça nécessitera des moyens complémentaires, effectivement, d'un certain nombre d'outils. Alors, il y a les médecins salariés, ça peut être utile. Dans certains cas, ça répond à certaines équations. Deuxième élément, il y a l'encouragement à ce que les médecins soient maîtres de stage des internes, de ceux qui sont en formation. Moi, je vois dans ma commune, il y avait 2 médecins, ils sont quasiment tous les 2 partis à la retraite. Ils ont été remplacés par 2 jeunes médecins qui ont trouvé à venir s'installer à Marche Noire. Pourquoi? Parce qu'elles avaient été prises en stage plusieurs fois. Et donc, vous créez un lien, vous créez de l'attractivité, vous créez de la connaissance, parce qu'il y a une question d'attractivité aussi sur les médecins. Vous avez les maisons de santé pluridisciplinaires, mais il faut qu'on mette de la souplesse dans tout ça. Est-ce que c'est toujours des maisons de santé pluridisciplinaires avec les académiques qui ont été négociées entre la région et l'ARS? Moi, je pense qu'on peut avoir des structures plus souples. Je voyais un maire l'autre jour qui me disait « Moi, je voudrais juste faire un cabinet médical, j'ai 2 médecins qui veulent venir là. Après tout, pourquoi on ne les aide pas? Et pourquoi il faut absolument qu'ils rentrent dans le cadre des maisons de santé pluridisciplinaires ?» J'étais l'autre jour dans le Cher, je voyais des maires qui me disaient « On voudrait prendre un médecin salarié, sauf qu'il y en a un autre qui est libéral. » Mais alors, ce n'est pas possible parce que la région et l'ARS ne veulent pas qu'ils se mettent d'accord et que la région impose de dire s'il y a un médecin salarié, il peut y avoir un médecin libéral. Qu'est-ce que ça gêne, au fond? Seul le résultat compte. Et donc, il faut qu'on soit un peu, comment dirais-je, agile, là aussi, et un peu souple, et que partout où il y a des solutions qui s'envisagent, on puisse les creuser. J'ajoute un dernier élément. Il me semble qu'on est encore dans une phase de pénurie, puisque le numerus clausus que nous avons, nous, levé, ne produira ses effets que dans les 7 ou 8 ans, encore qu'il faille que les médecins qui seront formés aient envie de s'installer dans la région, élément d'attractivité. Et dans l'intervalle, qu'on essaie d'organiser les choses, et c'est pour ça que dans cet intervalle-là, je propose aussi, en particulier en termes de prévention, que puisse y avoir des services itinérants, comme ça existe dans des départements, dans d'autres régions, qui viennent à la rencontre des gens, qui pour détecter du diabète, qui pour détecter des cancers du sein, qui pour détecter des pathologies qui sont souvent détectées trop tard. Et donc ça, c'est un élément qui me paraît très important. On va bientôt arriver au terme de cette émission. J'aimerais savoir quel président vous serez en matière de gestion financière de la région, notamment, qui s'est beaucoup endetté avec la crise, avec une déclinaison du quoi qu'il en coûte, finalement, régional, national. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Il faut redresser les comptes de la région, il faut investir un peu moins, il faut augmenter les impôts. Quel président ou quel gestionnaire vous serez demain? Il ne faut pas augmenter les impôts, mais je vous rappelle que l'espace régional n'est pas un espace qui a la capacité quasiment à lever l'impôt. Donc, quand bien même certains diraient on va les baisser ou on va les augmenter, ils auraient bien du mal parce que de toute façon, la région ne déplante plus. Elle a un impôt national, mais dont une grande partie de ses recettes sont soit des dotations, soit de l'impôt national qui ne relève pas donc de décisions qui lui sont propres. Mais de toute façon, il faut de la stabilisation fiscale. Ça ne peut pas être à chaque fois la solution et le seul moyen. 2, je pense qu'il faut combiner à la fois les nécessités d'investissement, mais voyez ce que je vous dis sur le fonds de relance. C'est plutôt, on lève des fonds, on est remboursé à terme, mais donc ce n'est pas un endettement strict de la région. Et on a besoin d'investissement dans le moment qu'on vit. Les taux d'intérêt sont bas.
Je demande à expertise, si je peux me permettre, sur ce que vous dites de la région s'est beaucoup endettée au moment de la crise Covid, parce que je voudrais bien savoir ce sur quoi elle s'est endettée au moment de la crise Covid. Elle s'est peut-être endettée tout court, ça serait intéressant de savoir pourquoi. Ce n'est pas la crise Covid qui a produit l'endettement de la région, hein, parce que le fonds Renaissance, ce n'est pas des sommes telles que c'est justifié d'endetter la région. Et hors les questions économiques, la région, les achats de masques, les achats de vaccins, l'organisation de tout ça, ça a été plutôt à la charge de l'État ou de la collectivité nationale, si je peux dire. Donc, il me semble qu'il faut combiner à la fois les nécessaires comment dirais-je, contingence quand même quand on est gestionnaire d'une collectivité de cette puissance-là qui gère 1,7 milliard de budget et en même temps quand même se donner des capacités à agir. On a un créneau de 6 à 18 mois pour organiser la relance et faire en sorte que l'économie reparte, les activités associatives, culturelles, sportives repartent. C'est le moment, s'il y a un moment pour investir, c'est bien celui-là. Très bien. On va conclure par une question peut-être un peu plus politique. Un récent sondage vous place en bonne position, en tout cas devant les listes de droite et de gauche, mais derrière le Rassemblement national. J'imagine que vous êtes déjà en projection vers un deuxième tour. Souhaitez-vous une alliance avec Nicolas Forissier, qui de toute façon semble une condition indispensable pour que vous l'emportiez? Eh bien, M. Vezon, vous présagez un peu des choses. Je réfléchirai au deuxième tour, le soir du premier tour, parce que c'est les électeurs qui détermineront l'équation que vous êtes en train de poser. Personne ne sait à date. Alors, je sais qu'il y a des sondages. Je reconnais qu'ils sont plutôt encourageants dans notre capacité à rassembler. Et je pense qu'il faut qu'on continue à rassembler au premier tour. Et on verra l'équation qui est posée au soir du premier tour pour permettre d'éviter la tentation populiste et en même temps d'assurer une alternance à un changement de politique. C'est à ça que j'essaierai de m'astreindre. Mais à date, le 3 juin, c'est très difficile de répondre à une question pour laquelle nous n'avons pas les équations. Et au fond, plus nous aurons réussi à rassembler au premier tour, plus nous serons en situation d'offrir une alternance crédible dans cette région, et c'est bien ça qui compte.